Après une semaine passée à guetter chaque tweet, chaque post et chaque borborigme de Donald Trump, comme si notre vie en dépendait, on a enfin l'occasion de pouvoir parler d'autre chose. Le bon président semble avoir décidé de nous lâcher un petit peu seulement. Enfin, pour le moment, il laisse le champ libre à la Fed jusqu'à mercredi soir. Franchement, quand on regarde l'agenda de la semaine, c'est presque thérapeutique. On va reparler de choses concrètes, des taux, de l'économie, de la macro. C'est pas qu'on soit tous devenus des génie de la statistique, mais il y a quelque chose de profondément réconfortant à ne pas prendre ses décisions d'investissement en fonction de l'humeur matinale d'un seul homme qui n'a pas toujours l'air très sain d'esprit. Bienvenue dans ce Morning Bull Live, je suis Thomas Veillet et nous sommes le 26 janvier 2026. Cette émission vous est présentée par Swissquote. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Vous l'avez vu, vous l'avez compris, cette semaine, on va avoir du solide à se mettre sous la dent. Enfin, du solide, c'est vite dit, la Fed se réunit et le suspense est tellement insoutenable que j'ai failli m'endormir en me disant oui, parce qu'au cas où vous ne saviez pas lire entre les lignes, ils ne vont rien faire mercredi soir, mais ça nous laissera au moins le temps de jouer au grand jeu des devinettes. Combien de temps les taux vont-ils rester là-haut? On installe le compte à rebours pour le prochain meeting, histoire de voir si par miracle, il va se passer un truc cette fois, mais franchement, la baisse des taux s'éloigne de plus en plus. Soyons honnêtes, juste 2 minutes, avec la tête actuelle de l'économie, je ne vois pas vraiment comment est-ce que Jérôme Powell pourrait baisser les taux. Le type est terrifié à l'idée de voir l'inflation repartir comme un bouchon de champagne, tellement il était traumatisé pendant la hausse post-Covid. L'an dernier, ils nous ont lâché 75 basis points, mais bon, franchement, là, début 2026, avec l'économie qui a l'air de cartonner, si on en croit les chiffres, aujourd'hui, Powell et sa bande se tournent les pouces en sifflotant. Le message est clair, on a déjà donné, maintenant démerdez-vous avec ce que vous avez et montrez-nous quelque chose de concret. Et on ne bougera pas tant qu'on n'est pas convaincu qu'on aura vraiment besoin de nous. Le problème, c'est que plus la Fed attend, moins elle a de raison d'agir. Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est le paradoxe ultime. Si l'économie tient debout, pourquoi est-ce qu'il faudrait la stimuler? Si tout va pas trop mal, pourquoi est-ce qu'il faudrait injecter de l'adrénaline? Il y a 6 mois, tout le monde prédisait des baisses en série. Aujourd'hui, si on est lucide, soyons très honnêtes, c'est le néant à l'horizon. Aujourd'hui, tout va bien. C'est Trump et Bessène qui le disent. C'est quand même des gars en qui on peut avoir confiance. Il semblerait que l'emploi tient le coup. Bon, j'utilise le conditionnel parce que personnellement, j'y crois autant qu'à la sincérité d'un politicien en campagne électorale. La croissance est forte et l'inflation ne fait plus peur à personne, même si elle refuse obstinément de descendre aux 2% prévus. Si on gratte un petit peu la poussière sous le tapis, on trouve quand même des économistes qui pensent même qu'il n'y aura aucune baisse de taux en 2026. Aucune. Pire, il y en a même qui murmurent que la prochaine décision qui se fera sur les taux sera en 2027 et ce sera une hausse. Et pendant ce temps-là, au sommet de l'Olympe, Trump n'a toujours pas dit qui allait remplacer Powell dans 4 mois. Pourtant, le successeur de Powell pourrait bien avoir un rôle clé à jouer dans la dynamique des taux. On entame donc le début de cette semaine avec des interrogations existentielles et des tergiversations à 2 balles. On sait tous ce qui va se passer mercredi. Si Powell ne fait rien, et il ne fera rien, Trump va lui tomber dessus à bras raccourcis et les tweets seront sûrement mémorables à coups de toulette et autres noms d'oiseaux. Le pauvre Jérôme, lui, il est coincé dans ce qu'on appelle techniquement une situation bien pourrie. D'un côté, il y a Trump qui l'attend au coin de la rue avec une batte de baseball et tous ses potes bas de plafond pour lui donner une leçon. Et de l'autre, il y a le spectre de l'inflation. S'il baisse les taux trop tôt, il rallume l'incendie. S'il ne fait rien, il risque de faire caler le moteur d'une économie qui soi-disant va bien, mais qui n'est pas encore en mode euphorie non plus et qui, osons le dire, publie tout de même pas mal de trucs contradictoires. La semaine dernière, on a eu Scott Bessène qui nous a fait son plus beau numéro de claquette pour nous expliquer que la croissance allait exploser. Pas juste monter, exploser. Et en attendant, la Fed joue à pile ou face avec une pièce truquée. Peu importe le côté où elle va tomber, la Fed va perdre. C'est le concept révolutionnaire du pige je perds, face je perds aussi. En résumé, attendez-vous simplement à un Powell qui ne sera ni au quiche ni de viche, il sera en mode au quiche light et il devrait attendre encore un peu. Attendre
attendent quoi? On n'en sait rien, lui non plus d'ailleurs, mais une chose est sûre, ce n'est ni l'heure ni l'endroit pour faire un cadeau au marché aujourd'hui. Et c'est là que ça devient super drôle. Le marché, ce grand optimiste qui a passé les 3 dernières années à grimper en se shootant à l'anticipation de la prochaine baisse des taux, va devoir apprendre à vivre sans sa dose. Pire, il va devoir intégrer l'idée que le cycle de baisse des taux est peut-être déjà terminé. Il va donc falloir trouver d'autres excuses pour justifier les records boursiers, et ça tombe bien parce qu'on a une avalanche de chiffres trimestriels qui va nous arriver sur le coin de la figure tout au long de la semaine. On va croiser les doigts pour que les résultats aillent dans le bon sens, parce que si vous avez vu la claque monumentale qu'Intel s'est pris vendredi après ses publications décevantes, quand on dit décevant, c'est un doux euphémisme pour dire catastrophiquement merdique, vous avez compris la tendance. Le marché est d'une humeur de dog, il ne fera pas de prisonnier, la moindre déception, le moindre petit grain de sable dans la communication, et c'est l'exécution immédiate sur la place publique boursière. Heureusement, on peut toujours espérer des bonnes nouvelles, des chiffres qui font briller les yeux et des discours de managers pleins de promesses et de paillettes. Soyons optimistes, après tout, l'espoir fait vivre, même si en finance, c'est souvent la réalité qui paye les factures. Je pense sincèrement qu'une fois que cette semaine de folie sera terminée, on y verra plus clair. Enfin, normalement. On va enfin savoir si le patient économie mondiale a juste un petit rhume ou s'il est sous assistance respiratoire. On va scanner tout le spectre de l'économie avec les résultats de cette semaine. L'aéronautique avec Boeing, on va enfin voir s'ils arrivent à faire voler des avions sans qu'une porte décide de prendre son indépendance en plein vol. Le luxe avec LVMH, parce que si les riches arrêtent d'acheter des sacs à main à 5000 balles, c'est là qu'on aura vraiment un problème. Les big names de la tech, Microsoft, Meta, Apple, les piliers du temple, si eux ils vacillent, c'est tout l'indice qui va se péter la gueule. Les pétrolières qui vivent des moments compliqués à cause du Venezuela, et puis bien sûr, il y a Tesla. Elon va encore nous parler de ses robots Optimus et de ses voitures électriques. Le seul souci, c'est que ça commence à n'intéresser plus personne. Les voitures électriques, c'est devenu aussi excitant qu'un vieux tableur Excel, et ces robots, on les attend toujours pour nous faire le café. Mais bon, vous le savez, avec Elon, le spectacle est toujours garanti, même si la salle commence parfois à se vider quand même. Je ne vous cache pas mon soulagement, personnellement, à avoir enfin d'autres sujets de conversation avec vous que les discours à rallonge sans queue ni tête du locataire de la Maison Blanche. Pour moi, c'est presque des vacances. Bon, je suis pas dupe, Je sais très bien que Trump peut revenir mettre un énorme coup de pied dans l'échiquier de la finance à n'importe quel moment. C'est même d'ailleurs sa spécialité. Mais quand même, reparler chiffres trimestriels et macro, c'est beaucoup plus serein et ça va nous occuper. D'ailleurs, ne croyez pas que Trump ait complètement disparu des réseaux, ou disparu du système. Ce week-end, il nous a quand même refait un coup du « je t'aime, moi non plus ». La semaine dernière, donc, il a secoué les marchés avec des menaces de droits de douane avant de les retirer plus vite qu'un magicien. Et puis, samedi, nouvelle menace, 100% de taxes sur le Canada si Mark Carney, le Premier ministre, s'avise de signer le moindre deal commercial avec la Chine. Heureusement, Carney a éteint l'incendie direct en venant à dire « Calme-toi Donald, on n'a aucun projet de libre-échange avec Pékin ». Ouf. Mais le plus drôle dans l'histoire, c'est qu'il y a à peine 10 jours, Trump disait qu'il était absolument d'accord pour que Carney signe cet accord avec la Chine. Alors je sais pas, vous avez dit bipolaire? À ce niveau-là, c'est plus de la diplomatie. Pour moi, c'est du saut à l'élastique sans élastique. Et pendant qu'on attend les big tech, le Nikkei, ce matin, lui, s'est déjà pris 2% dans les dents. Et c'est pas parce que les Japonais ont mal dormi. Le yen s'est simplement violemment réveillé face au dollar. Pourquoi ? Parce qu'il y a des rumeurs de sauvetage coordonné entre Tokyo et Washington. Le problème, c'est que quand le yen monte, les exportateurs japonais pleurent. Résultat, Tokyo vend tout ce qui bouge et passe en mode risk-off, ambiance sauf qui peut sur l'archipel. Pendant ce temps, l'or explose tous les compteurs, il vient de franchir les 5100 $. L'argent est à 107 et des poussières. C'est un rappel amical du marché. Quand les banques centrales et les gouvernements commencent à bricoler la tuyauterie du système des devises, c'est le moment de se planquer. Dans le doute, on se rue sur le métal jaune et donc le métal gris. Pendant ce temps, le pétrole stresse à 61,40 à cause de l'Iran et le bitcoin, lui, il est dans le coma. Tout le monde retient son souffle. On sent que le danger peut débouler de n'importe quel coin de rue à n'importe quel moment. Mais parlons quand même sérieusement de l'événement le plus important de la semaine dernière, à mon sens, et c'était le Japon. Tout le monde s'en foutait parce que c'était moins sexy que le Groenland ou les tweets de Trump, mais c'est énorme. Et là, ces derniers jours, pour la première fois depuis 10 ans, la Fed de New York signale officiellement qu'elle pourrait intervenir pour sauver le yen. Pourquoi ? Eh bien parce qu'au Japon, la logique a disparu. Normalement, quand les rendements obligataires montent, la monnaie grimpe. Au Japon, le 40 ans passe au-dessus des 4%,
et le yen continue de se vautrer. C'est donc le signe clair que le moteur fume et que les investisseurs ne croient plus du tout au Japan Recovery. Alors, les Américains arrivent à la rescousse, ils vont vendre des dollars pour acheter des yens. Alors, croyez pas que c'est par pure gentillesse ou par amour de la culture nippone. Un dollar plus faible, ça arrange bien le trésor américain. Ah, vous me direz, oui, mais pourquoi? Ah ben parce que si le dollar baisse, la dette monstrueuse des États-Unis, quasiment 40 000 milliards, devient beaucoup plus facile à rembourser avec des petits dollars qui ne valent plus grand-chose qu'avec des gros dollars. Et en plus, ça booste leurs exportations. C'est un peu le deal parfait. On fait semblant d'aider des copains au Japon tout en épongeant ses propres dettes. Mais attention, attention parce qu'il y a une urgence réelle aussi. Les Américains ont aussi la trouille. Si la situation pourrit trop au Japon, les Japonais pourraient décider de liquider leur montagne de dettes américaines qu'ils possèdent pour ramener le cash à la maison. Et ça serait le grand saut. Les taux américains prendraient l'ascenseur et l'économie mondiale suivrait dans la foulée. On a donc une intervention préventive pour éviter que le château de cartes ne se pète la gueule. En résumé, le problème japonais est en train de devenir un problème américain et si on ne fait rien, ça va devenir le problème de tout le monde. Surveillez donc le Japon de près, les prochaines semaines vont être, comment dire, intéressante au plus haut point. En résumé, on troque enfin les tweets imprévisibles de Trump contre les maux de tête chroniques de la Fed, mais ne vous y trompez pas, entre un Jérôme Powell coincé par une inflation qui joue les prolongations et un Japon dont le moteur fume sérieusement, l'ambiance est au sauf qui peut organiser. On sent une envie de ne pas trop prendre de risques tant qu'on n'y voit pas plus clair. Reste juste à savoir quand est-ce qu'on y verra plus clair. Quand Washington vend du dollar pour sauver le yen, c'est pas par amour des sushis, et c'est pour éviter que le château de cartes obligataire ne nous explose à la figure. L'or bat des records à plus de 5 000 $, pendant que le Bitcoin finit sa nuit en salle de réveil. Et cette semaine, les Big Tech passent au tribunal des marchés. Et après la claque d'Intel, on sait qu'il n'y aura pas de quartier. Voilà, n'oubliez donc pas de vous abonner à la chaîne Suisse Quote en français, de liker cette vidéo. Vous pouvez aussi la partager et la commenter. Et quant à moi, je vous revois demain pour la suite des aventures du monde merveilleux de la finance. Bonne journée à tous, bye bye. Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Suisse Quote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.